Notre table ronde va se passer en 3 séquences. La première traitera de l'accélération de la conception. Je serai accompagné des entreprises dont vous voyez les logos là, je vais vous les présenter tout à l'heure. Deuxième séquence, transformer la production avec de la robotique, de la vision. Troisième séquence, nouveaux produits et services, et notamment des liens entre clients et fournisseurs. Voilà, alors sans plus attendre, rentrons dans la première séquence, sur la partie accélérer la conception. Alors, je suis accompagné, je dirais pour cette séquence-là, de Franck Debat, directeur technique de Tecné, de Stéphane Boisson, donc président du groupe Boisson, et de Magali Stenmetz, directrice générale de A3D, l'atelier numérique. Bien. Alors je vous propose, effectivement, on va rentrer dans le détail. A3D, Magali, que fait A3D Donc A3D, c'est un atelier de fabrication numérique partagé, dédié aux professionnels principalement, ponctuellement les particuliers. On a un atelier spécialisé en impression 3D et découpe laser. Donc on travaille dans 3 domaines principaux qui sont le prototypage, la création de nouveaux produits pour les designers et l'architecture pour tout ce qui est maquette d'architecture. On va voir une vidéo. Voilà. Hein, Magali, donc, en image. On peut amener quelques commentaires sur le déroulé de ce petit film. Donc c'est ce que je vous disais, un espace partagé, donc le prototypage rapide, on va de la conception jusqu'à la fabrication des produits. Donc on peut intervenir à n'importe quel moment de la chaîne, on peut créer le produit du début à la fin, de l'idée à la réalisation. Donc principalement pour les professionnels. En architecture, on peut aussi faire de la conception d'architecture parce qu'on travaille avec des partenaires architectes qui sont capables de nous mettre à niveau les fichiers architectes pour les imprimer en 3 dimensions. La découpe laser fait partie aussi intégrante de notre fabrication. Elle est très complémentaire avec l'impression 3D. Voilà. Ça nous permet également de faire tout ce qui est objet de communication, promotionnel, trophée, puisqu'on peut allier ces deux technologies et du coup réaliser des objets complètement uniques et personnalisés. Donc on fait différentes séries. On fait aussi de l'animation, tout ce qui est événementiel pour les professionnels, parce qu'effectivement l'impression 3D permet d'amener une image innovante à chaque société. Donc on intervient pour faire de l'animation. Voilà. On a également un espace de coworking attenant qui permet de recevoir des équipes des fois de professionnels qui ont besoin de venir accéder à nos machines sur un temps donné, et donc on met à disposition un espace de coworking pour ça. Voilà. Très bien, merci Magali. Globalement, fabrication additive, voilà, pour vos clients, vraiment, quels sont vos apports majeurs, quels sont les bénéfices vraiment de la fabrication additive pour vos clients? Alors, dans tout ce qui est prototypage rapide, c'est un gain de temps énorme en fait, l'impression 3D. On propose différentes technologies, donc à l'atelier on en a 2 principales qui sont la stéréolithographie et le dépôt de fil fondu, mais on travaille avec un réseau de partenaires capables de mettre à disposition toutes les autres technologies. Gain de temps parce qu'effectivement on peut prototyper très rapidement, on peut se tromper et on peut recommencer aussi très rapidement. Et du coup, ça permet d'éviter les écueils quand on se lance dans un moule, par exemple, qui coûte très cher. Voilà, on peut limiter les frais. Ok, très bien. Donc vous avez créé l'entreprise en 2014, voilà, vous sentiez un besoin, je dirais, de se développer dans ce domaine-là, les technologies bougeaient, vous avez saisi l'impression 3D aujourd'hui, enfin c'est pas d'aujourd'hui, ça fait 30 ans que ça existe effectivement, mais ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait vraiment un besoin de services de proximité pour être près du client, pouvoir échanger rapidement, avoir un aller-retour très rapide sur les solutions proposées. Très bien, voilà. Merci Magali. On va passer sur une image ici commentée par Stéphane Boisson. Vous nous dites un petit mot sur cette image, ouais, Stéphane, oui, donc, et présenter un petit peu Groupe Boisson. Hein, voilà. Oui. Bonjour, donc Stéphane Boisson, président du groupe Boisson. C'est une holding familiale qui regroupe 2 sociétés.
La première, la société historique créée en 1920, Fonderie Boisson, environ 40 personnes, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et CNB Usinage qui usine des pièces issues de la fonderie Boisson et des pièces de fonderie, voilà, tout type de matériaux. C'est 30 personnes et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous, on est venu au numérique et notamment à l'utilisation de moules frités de manière à apporter une solution à nos clients, notamment en termes de bureaux d'études. Le principe, il est assez simple. On reçoit un fichier numérique de nos clients, on y ajoute les éléments nécessaires à la réalisation d'une pièce moulée en fonderie. On envoie ce fichier à un prestataire qui vient imprimer par couches successives un moule en sable. Lorsqu'on reçoit ce moule en sable, il ne reste plus qu'à couler le métal liquide dans ce moule en sable. On obtient de cette manière une pièce moulée qui sera très proche de ce que l'on obtiendra avec un outillage série. Le gros avantage, c'est du gain de temps, parce que l'opération complète peut être faite en une dizaine de jours, alors que réaliser un outillage de fonderie série, c'est plutôt 6 à 8 semaines avec les qualifications. Donc on peut se tromper, on peut recommencer, on peut aiguiller le bureau d'études et on obtiendra donc une pièce qui sera moins coûteuse que de l'usinage pleine masse, ce qui était fait au préalable chez nos partenaires en bureau d'études. Donc voilà un des aspects du numérique dans nos sociétés un peu traditionnelles, puisque Fonderie Boisson, en 2020, dans 2 ans, on aura 100 ans. Donc voilà, il y a de la place pour du numérique, même dans des entreprises quasiment centenaires. Ça offre des débouchés intéressants, donc on a saisi ces opportunités. Merci Stéphane. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner avec Franck Desbats qui va nous parler un petit peu de Tecné. Oui, voilà. Ok, on est calé. Alors bonjour, Franck Desbats, je représente la direction technique de Tecné. Je vais vous parler d'un projet innovant, donc de simulation en conception de joints d'étanchéité. Tecné, c'est un fabricant de joints d'étanchéité. On est à peu près 150 personnes. On est basé à Morancé. On réalise à peu près 40 millions de chiffre d'affaires et quelques centaines de millions de joints par an. Alors, le projet en question, c'était de s'équiper d'un logiciel d'aide à la conception pour pouvoir simuler le comportement des joints durant leur application. Ah oui, pardon, c'est moi. Ouais, ok. Merci. Pardon. Donc l'exemple d'application qui est présenté devant vous, c'est simplement un joint qui est monté dans un boîtier, dans une gorge traditionnelle. La complication de l'application, c'est que le boîtier, vous le verrez par la suite, ne sera pas en contact avec le boîtier en question. Donc tout d'abord, le premier joint qui aurait pu être simulé, vous voyez ici une déformation permanente de la lèvre d'étanchéité. Celle-ci, après plusieurs sollicitations en termes de pression, une pression qui peut venir de la gauche puis de la droite, eh bien la lèvre d'étanchéité est définitivement, on va dire, sans aucun retour élastique. Pour ce qui est d'un profil qui a eu une vraie optimisation, eh bien on voit que par rapport au boîtier qui est en contact avec le couvercle, eh bien le joint est toujours en contact avec le couvercle. Il y a une petite vidéo pour illustrer tout ça. Tout d'abord, la mise en place du couvercle, l'application côté gauche d'une pression, ensuite une pression forte, le joint laisse passer la surpression, le joint ensuite revient en position, pression forte côté droit, et là il doit évidemment rester étanche. Voilà le principe de fonctionnement. Alors, ce genre de simulation d'application, aujourd'hui, on aurait pu imaginer de faire un moule prototype. C'est de l'ordre de, on va dire, 2 à 3 semaines, réaliser ensuite des échantillons initiaux, faire une campagne de qualification avec des essais sur banc d'essai. On va être de l'ordre de 3 à 6 semaines.
Au global, le fait de pouvoir passer par une simulation, c'est un réel gain de temps. On fait quelque chose de ce type-là sur 2-3 minutes au maximum. Ça nous permet évidemment de faire plein d'itérations et d'aller chercher à optimiser complètement le profil du joint en question. Ok, très bien. Donc on a vu maintenant, effectivement, dans vos bureaux d'études, vous employez cela assez couramment. Hein. Très clairement, au tout départ, on imaginait réserver vraiment ce logiciel plutôt à des applications extrêmement complexes, celles pour lesquelles, quelque part, notre expérience ne serait pas suffisante. Et assez rapidement, comme le logiciel est extrêmement intuitif, simple, et puis permet une sécurisation à nos jeunes ingénieurs, réellement, les jeunes ingénieurs se sont emparés du sujet. Et aujourd'hui, ils utilisent, ne serait-ce alors non seulement pour les applications un peu complexes, mais aussi pour les applications les plus simples. On l'utilise de manière très fréquente. Très bien. Merci. Merci pour cet éclairage. Voilà. Alors maintenant, on va échanger un petit peu en groupe. Effectivement, entre nous, on a vu 3 illustrations. À chaque fois, le numérique, ça permet d'aller plus vite, quoi. Voilà. Donc, on va échanger là-dessus sur effectivement quel changement, quelle remise en question cela peut engendrer dans les organisations, quelles perspectives, quelles recommandations après pour ceux qui se lancent. Donc, peut-être, oui, un premier point, qu'est-ce que ça change par exemple, bien Stéphane, chez Boisson, quels sont maintenant le nombre de projets que vous lancez comme ceci? Qu'est-ce que cela a changé entre votre organisation d'avant et maintenant? On réalise environ 3 à 4 impressions 3D par an. Depuis maintenant 4 ans. La fréquence augmente récemment parce que nous avons pris des marchés sur de la maintenance et du remplacement de pièces dans des carrières en Afrique. Et donc pour tout ce qui est unitaire, ça présente un avantage commercial de pouvoir proposer ce genre de solutions en termes de réactivité, puisque quand une carrière est arrêtée, bien sûr c'est des coûts importants, donc ça nous permet d'obtenir des marchés beaucoup plus facilement par ce biais-là. Voilà un des axes importants qui a été atteint grâce au numérique développé chez nous. Magali, éventuellement, qu'est-ce que cela change dans les organisations, à la fois dans la vôtre, mais souvent chez vos clients? Oui, donc nous, c'est plus chez nos clients en fait qu'il y a un vrai changement. Effectivement, en termes de réactivité, on arrive à décrocher des projets et des contrats plus facilement parce qu'on a une réactivité qui est beaucoup plus grande. On réduit les coûts, on réduit les délais, donc on est beaucoup plus performant par rapport aux technologies classiques. Cela a changé aussi les façons peut-être d'échanger avec les clients. Désormais, vous avez plus, je dirais, des compétences digitales en face de vous. C'est un peu moins, un bureau d'études classique ou un service prototypage. Ouais. Oui, en fait, les gens ont mis un peu de temps à venir à cette technologie et à voir les bienfaits. Ça fait un peu peur aussi, on ne connaît pas forcément. Et en fait, j'ai envie de dire, il faut tester, il faut essayer parce que on peut être surpris par les résultats. On peut vraiment avoir des bons produits avec les technologies actuelles, quoi. D'accord. Franck, chez Tecné, par exemple, à la fois les changements et puis on va enchaîner sur les perspectives que vous vous donnez avec ceci. Est-ce que maintenant, quelles sont les suites aussi que vous voyez dans cette simulation? Donc aujourd'hui, changements et demain, perspectives. Sur les changements, à nouveau, c'est vraiment d'abord le gain de temps conséquent qui est obtenu grâce à cette simulation. Encore une fois, on se base de tout l'aspect réalisation d'outils prototypes et puis de fabrication de pièces prototypes et de tests sur banc d'essai. Donc ça, c'est d'abord le gain de temps qui est aujourd'hui le point optimum. Ensuite, sur l'aspect développement, on a d'abord travaillé sur la simulation et le comportement des joints à l'état neuf, à partir d'une matière qui est simulée, qui n'a absolument pas vieilli. On va essayer de travailler sur un deuxième pan, qui est le domaine de ce qu'on appelle la viscoélasticité, c'est-à-dire représenter le vieillissement de la matière et d'être capable de non seulement déduire le comportement du joint à l'état neuf comme aujourd'hui, mais en plus d'estimer son comportement dans le temps. Voilà ce qu'on cherche. Très bien. Maintenant, quelles recommandations en fait pour
pour embarquer dans la fabrication additive et la simulation? Peut-être qui veut répondre? Quelles recommandations? Ne pas investir de façon impulsive, je crois, on disait ça. Voilà, en fait, Magali. un conseil, je pense aujourd'hui, c'est pas de précipitation, c'est vraiment tester les différentes technologies, parce qu'en impression 3D, il en existe plein aujourd'hui. Donc, pas se précipiter dans l'investissement en impression 3D, plutôt tester et voir celle qui correspond le mieux à nos attentes, en fait, et à notre business, quoi. Ouais. Chez Techné, Franck, par exemple, pour effectivement les recommandations, je crois que vous avez mené un projet, vous êtes entouré en fait sur ce projet. Effectivement, pour la réussite de ce projet-là, le choix du logiciel, c'est quelque chose qu'on avait en tête depuis plusieurs années. On avait été approché par les éditeurs de logiciels. On pressentait que, encore une fois, il y aurait un réel gain. On n'avait jamais osé franchir le pas. On a eu l'aide d'Espace Numérique Entreprise, donc, qui est un organe de la CCI de Lyon, et qui, par le prêt gratuit du logiciel durant 3 mois et la formation de 2 de nos employés, nous a permis quelque part de nous acclimater avec le logiciel, et puis au bout des 3 mois d'avoir la réelle certitude qu'il fallait procéder à l'investissement. Donc effectivement, moi je recommande très clairement ce genre de support, parce qu'aujourd'hui on serait peut-être encore en train de se poser la question: a-t-on raison de franchir le pas? Va-t-on le faire? Aujourd'hui, grâce à ça, on l'a fait. D'accord, bien. Stéphane, peut-être un mot, je sais pas, une recommandation? Oui, dans notre cas, ça serait inciter les utilisateurs à aller de l'avant et à essayer ce type de technologie, tout simplement, y goûter et puis se faire sa propre opinion. Voilà. Très bien, merci. Voilà, ça c'était notre première séquence sur accélérer la conception. On va enchaîner sur une deuxième séquence, effectivement, avec Stéphane Boisson qui va aussi pouvoir nous donner une illustration. On aura Patrice Bouteille donc pour le réseau 3R, d'accord, qui va nous parler robotique. Et on aura donc Franck Debat qui reste avec nous pour nous parler aussi d'une autre illustration. Et Jean-Noël Favreau pour Qu'à savoir-faire. Voilà. Ok. Bien. Alors, voilà. Pardon, j'ai enchaîné un petit peu rapidement. On va regarder un film sur la robotique chez Boisson, en fait. Voilà. Alors, on a baissé le son. Si vous voulez commenter un petit peu, effectivement, pendant que ça se déroule. Voilà. C'est une cellule robotique de production. Le robot vient prendre les pièces sur un convoyeur de chargement, une caméra vidéo au bout du convoyeur. Le robot vient prendre la pièce, la positionne dans la machine d'usinage. Voilà, c'est l'opération qu'il est en train de faire. Vérifie donc que la position de cette pièce par rapport au montage d'usinage. Quand c'est OK, il donne le top départ à la machine. La machine usine la pièce. Et puis, donc en temps masqué, la caméra vient flasher la position de la nouvelle pièce à saisir. En temps masqué, donc le robot vient décharger la pièce qui est usinée. S'ensuit ensuite le nettoyage de la pièce, et là ça va être les bavurages. Donc à l'interface entre la partie usinée et les parties brutes, il y a des bavures qui sont créées lors des opérations d'usinage, et donc le robot va venir supprimer ces parties détachables. Ces opérations étaient réalisées par des opérateurs précédemment, donc ils avaient les mains dans le lubrifiant. C'est assez bruyant comme opération, c'est du meulage, et puis c'est bien sûr fatigant, ça sollicite énormément le corps de l'opérateur. Donc toutes ces opérations sont opérées maintenant par ce robot. Une fois ces opérations réalisées, le robot dépose la pièce finie sur le tapis de sortie et vient rechercher une nouvelle pièce brute. Voilà, sur la robotique chez nous, on a à peu près 8 cellules de ce type-là qui sont installées dans l'entreprise. On a fait ce choix de robotiser certaines productions parce que les solutions techniques nous permettaient d'utiliser des robots dans différents types de situations, grâce notamment à la vision industrielle. Sur une seule cellule, on est capable de passer 12 pièces complètement différentes. Et puis donc,
faire du gain de productivité, puisque aujourd'hui une cellule comme celle-ci n'a plus besoin d'avoir un opérateur à 100% dédié. Donc l'opérateur peut réaliser d'autres opérations, notamment de la valeur ajoutée sur de la qualité, du contrôle. Gain de productivité, gain de qualité, parce que les opérateurs ne sont plus sur des opérations qui sont salissantes, qui sont bruyantes, donc qui sont plus concentrés sur la qualité. Et puis du délai, parce que sur 8 heures de production, un opérateur, il est productif 6 heures, 6 heures et demie dans ces eaux-là, alors qu'un robot, il peut être en production continue. On augmente notre capacité de production de fait. Cela vous a amené à gagner 1 heure par équipe, je crois. Par équipe, par jour, donc un 8e, plus de 10% de productivité machine, c'est ça? Exactement. Ouais. Ok, très bien. Je crois que c'était assez bien présenté et complet. Très bien. On va pouvoir passer maintenant à Réseau 3R. Donc, Patrice Bouteille, voilà, Réseau 3R et Robotic Concept. Vous nous dites un petit mot et puis après on regarde un film sur des cobots. Donc, Robotic Concept, c'est une société qui achète des robots d'occasion, qui les rétrofit, qui les rénove et qui les remet en circulation, puisqu'un robot peut être reprogrammé dans une nouvelle configuration et donc avoir plusieurs vies. Et à cette occasion, donc, j'ai créé un cluster d'une trentaine d'entreprises spécialisées en robotique pour pouvoir faire les prestations autour de ce robot. Alors donc vous voyez, comme moi, les robots d'occasion, c'est ma société, Robotic Concept, qui est basée à Saint-Georges-de-Rénins, et je vends environ 25 à 35 robots par an. Ensuite, dans ce cluster, il y a des freelances, ce sont des gens qui peuvent faire du conseil, des ingénieurs conseils par exemple, qui font des avant-projets, qui peuvent faire du conseil en robotisation. Il y a également des techniciens qui font de la maintenance de robots, qui font de l'assistance technique sur des chantiers robotiques, de la formation, etc. Tout un tas de prestations en tant qu'indépendant. C'est un métier qui n'est pas très connu. Et puis les intégrateurs de robots, donc ce sont ceux qui partent d'un robot nu, c'est-à-dire un bras qui peut bouger dans l'espace et qui rajoutent tout ce qui va autour pour arriver à une solution telle qu'on l'a vu chez Boisson, c'est-à-dire un robot qui aide à la production. Et enfin, dans notre réseau 3R, on accueille des écoles, des organismes qui sont tous par contre avec une option robotique. Voilà. On enchaîne sur les cobots. Voilà, alors, vous allez pouvoir nous dire. On va déjà regarder ce que c'est peut-être pendant la vidéo, s'il y a une vidéo qui arrive. Donc les cobots, ce sont des robots collaboratifs qui sont arrivés dans l'industrie depuis 3-4 ans. Et ce sont des robots qui peuvent travailler, on va dire, en collaboration donc, avec un employé, sans avoir nécessairement des sécurités, sans nécessairement être dans une cage grillagée. Et ils peuvent travailler à côté de l'opérateur et en collaboration avec cet opérateur. Donc par exemple ici, on voit un robot qui va chercher une pièce dans une machine. C'est un petit peu difficile d'ouvrir le moule et d'extraire la pièce, donc ça c'est réservé à la personne. Et le robot fait le travail, on va dire, répétitif et ingrat. Voilà. Donc c'est une nouvelle façon de concevoir la robotique. Alors pour le moment, c'est pas très développé encore. On voit beaucoup d'exemples dans les salons et assez peu dans les entreprises, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui mérite d'être noté parce que c'est un petit peu nouveau. La robotique existe depuis 1961. Elle s'est vraiment développée dans les entreprises depuis 1985. Et là, on peut dire que depuis 4-5 ans, on voit ce genre de nouveaux matériels. Il y a aussi une spécificité de ces matériels, c'est qu'ils sont programmables assez facilement dans des conditions simples. Ce sont des robots qui ont des cadences assez faibles, qui n'ont pas forcément des performances très importantes sur le plan mécanique et qui correspondent à une nouvelle gamme de clients qui peuvent déplacer pendant la journée le robot d'une machine à l'autre pour travailler et faire une nouvelle tâche, en le programmant simplement en 1 heure ou 2. Donc c'est quand même l'aspect facilité d'utilisation est tout aussi important que l'aspect on se rapproche du robot et on peut travailler à côté de lui. Bien, merci. Je crois que c'était bien illustré en fait tout ça. Je crois qu'on va enchaîner maintenant avec Techné. Donc on revient avec vous, Franck Desbains. On va parler maintenant d'une machine automatique avec de la vision. Alors
Alors effectivement, on vient de voir des exemples de cobots, donc vous le disiez, avec des cadences plutôt mesurées. Je vais maintenant vous montrer quelque chose qui est un peu aux antipodes, avec des cadences de contrôle extrêmement élevées. Le principe est le suivant, on a intégré une unité automatique de contrôle constituée d'un bol vibrant, d'une machine de contrôle optique. L'ensemble est lié à une ensacheuse et puis un convoyeur pour extraire les sachets. Donc le principe, encore une fois, de contrôle via optique est de faire des photos pour pouvoir faire différents contrôles, à la fois des mesures dimensionnelles comme une longueur, comme une largeur, comme des diamètres de trous, ou enfin des états de surface. Ok. C'est ça. Ensuite, les caméras qui réalisent ce genre de contrôle sont des caméras dites de dernière génération, c'est-à-dire qu'elles sont capables de faire des contrôles qui s'appuient sur de la colorimétrie et de vraiment analyser tout type de défauts. L'autre point essentiel de ces dernières générations de caméras, c'est vraiment de la reconnaissance de forme en tant que telle, et donc elles sont capables de regarder tout type de forme, non pas uniquement des pièces de révolution comme c'était le cas auparavant, mais vraiment des formes très complexes aujourd'hui. Alors, en termes d'efficience et de qualité, si je récapitule les étapes de l'ensemble, les pièces sont d'abord distribuées dans un bol vibrant qui va les mettre en file indienne et puis les orienter pour que le contrôle puisse être le plus efficace possible. La machine de contrôle fait les photos, fait les mesures dimensionnelles et d'aspect. L'ensemble, ensuite, les pièces bonnes sont conduites vers une machine d'ensachage automatique. Et lorsque, évidemment, le bon nombre de pièces est arrivé dans un sachet, alors celui-ci est soudé par l'ensacheuse automatique. Et puis, à ce moment-là, se passe l'impression par jet d'encre directement de la partie étiquette avec les instructions, le numéro de lot, le nom du client, et puis évidemment, ce qu'on appelle un flash code ou un QR code aujourd'hui pour rassembler ces informations de manière informatique. Alors, les avantages en termes de qualité, c'est évidemment d'abord pas de risque d'erreur, c'est-à-dire uniquement des pièces bonnes arrivent jusqu'au sachet, ce qui est un point fondamental. Et puis, de la même manière, c'est bien la bonne étiquette, puisque ça n'est pas éventuellement un opérateur qui aurait pu se tromper, mais c'est bien directement imprimé sur le sachet. En termes de coût, forcément, c'est de la très haute cadence, c'est-à-dire entre 3 à 5 pièces secondes jusqu'à un maximum de 10 pièces secondes. Donc c'est 24-24, 7 sur 7 et à très forte cadence. Donc c'est un coût réduit par pièce. Et en termes de délai, justement, cette forte cadence nous permet d'absorber des quantités qui sont aujourd'hui assez fortes en termes de consommation client. Donc ça nous permet de suivre ces consommations. Enfin, en termes de ressources humaines, ça nous a permis de créer un poste aujourd'hui d'un technicien, donc un poste plutôt à forte technicité pour gérer cet îlot complet. Donc aujourd'hui, on a souvent un petit peu cette appréhension. Est-ce que l'automatisation ne va pas à l'encontre des postes industriels? Là, je pense qu'il s'agit effectivement de la démonstration que la création d'unités robotisées automatisées peut aller de pair avec l'embauche de nouvelles forces dans nos équipes. Ok, très bien. Vous êtes venu à cela, effectivement, aussi à ces solutions-là, parce que d'une part, les technologies évoluent, parce que d'autre part, vos clients vous demandent du 0 ppm presque, en fait, voilà. Alors c'est effectivement un des enjeux. Le client en question pour lequel on a développé cet ensemble, c'est un client du monde pneumatique. Aujourd'hui, quelques secteurs comme l'automobile, le monde pneumatique, mais aussi le monde médical sont à la recherche de ce qu'on appelle le zéro défaut. Donc objectif zéro défaut, on parle de ppm, c'est-à-dire de pièces par million en termes de quantité de défauts. Les objectifs sont extrêmement bas, on parle de 10 ppm par exemple en tant qu'objectif. Eh bien, pour arriver à garantir ces 10 ppm là, on a l'obligation d'être capable de contrôler tous les aspects, à la fois dimensionnels et à la fois d'état de surface des joints pour pouvoir s'engager sur ces 10 ppm. Et dans un process industriel, il y a à la fois effectivement la génération des défauts, l'occurrence des défauts, et puis il y a à la fois la détection. Et il faut investir ou travailler sur les deux côtés. Et voilà, il ne faut pas de fuite, mais il faut arrêter les fuites. Alors c'est effectivement quelque chose qu'il faut souligner. On a souvent en fait un ratio, un bon équilibre à trouver entre essayer
d'optimiser au maximum le process de production et ne pas avoir de production de pièces avec des défauts, ou au contraire accepter d'avoir la production de quelques défauts mineurs avec une occurrence assez faible, mais avoir la possibilité ensuite de pouvoir les détecter et les éliminer justement par ce contrôle-là. Et aujourd'hui, ce qu'on a mis en place en termes de rentabilité, c'est finalement bien plus rentable de ne pas optimiser de manière absolument parfaite le process de production, mais plutôt de rester sur un très bon outil de production et d'éliminer par la suite, via ce contrôle, les quelques pièces qui seraient susceptibles d'avoir un tout petit défaut. Merci. Donc on a pu voir avec toutes ces nouvelles technologies, effectivement, la robotique, les technologies qui progressent, que l'homme dans tout ça, voilà, tous ces moyens-là deviennent un petit peu plus complexes. Et il faut maîtriser tout ça. Alors ça, c'est un peu le métier de K Savoir-Faire, où vous amenez une pierre à cet édifice-là. Jean-Noël Favreau, on va parler de K Savoir-Faire, quelques secondes, et puis après on enchaîne avec votre vidéo. Donc c'est pas un peu une question, pour nous c'est le fond de la question, c'est-à-dire que notre conviction c'est que ce sont toujours les hommes qui font la différence et que la techno et les outils c'est formidable, mais il faut absolument les mettre au service de l'homme. Donc c'est ça notre mission. Ok, on échangera un petit peu après la vidéo. On regarde la vidéo, Jean-Noël. Chez K Savoir-Faire, nous avons pour ambition d'accompagner les entreprises industrielles à valoriser leur savoir-faire dans les ateliers de production. Notre approche, pragmatique, collaborative, dynamique, un service innovant conçu pour les PME industrielles issues de tout secteur. Nous avons développé une méthode efficace pour capter les savoirs et savoir-faire d'expérience dans les ateliers. Nous accompagnons également nos clients à définir les moyens et outils adaptés pour un apprentissage efficace. Nous sommes convaincus que ce sont les compétences de vos équipes qui font la différence. Grâce à cette approche, les entreprises progressent sur de nombreux aspects. Montée en compétences de leurs opérateurs de production, polyvalence, pérennisation des savoir-faire, pour une production performante et de qualité. Que ce soit pour expliquer le fonctionnement d'un équipement, les caractéristiques des matières premières ou du produit fini attendu, ou pour transmettre les bonnes façons de faire, les supports visuels permettent de transmettre un contenu riche et explicite. Convaincus que le numérique est un des enjeux forts pour nos PME, notre réflexion intègre l'usage des technologies et plateformes numériques les plus appropriées pour un meilleur partage de l'information. Le sujet vous intéresse ? Parlons-en. Alors, vous avez sans doute noté que ça n'était pas ma voix, mais c'est Lucie qui est là, donc si vous voulez la rencontrer, il n'y a pas de souci. Ok, donc K Savoir-Faire, on a vu alors des modes opératoires formalisés, des modes opératoires digitalisés. On a vu aussi après l'interconnexion de ces supports digitaux avec le manufacturing engineering. Manufacturing system. Voilà, ok. Donc un petit peu quelques mots sur les outils digitaux justement pour former les opérateurs. En fait, il faut faire du cas par cas et il faut revenir à des constats. Alors chaque entreprise est dans une histoire et dans un développement et dans une organisation donnée. Mais en termes de constats, en tous les cas, nous, ce qu'on voit très souvent, c'est que à l'intérieur de vos ateliers, il y a des richesses incroyables et souvent ce sont des savoirs implicites ou tacites. C'est-à-dire ce sont des savoir-faire qui existent dans la tête d'une personne et qui, parce que finalement comme elle fait ça tout le temps, elle pense que tout le monde sait le faire, parce que les moyens de communication à l'intérieur des ateliers ne sont pas souvent très développés. Techné est peut-être une exception. Et en tous les cas, on s'aperçoit que souvent c'est sous-exploité. Le deuxième point, avec ce qu'on a vu avec nos collègues industriels, c'est que les process deviennent de plus en plus complexes. Les exigences des clients s'élèvent. Et puis, tout ça nécessite un enjeu fantastique en termes de partage d'informations et en termes de communication. Donc pour nous, le numérique est quelque chose d'important parce que quand dans les ateliers on voit des classeurs, ce qu'on trouve le plus souvent,
Posez-vous la question, est-ce qu'ils sont à jour? Est-ce qu'ils sont consultés? Bien. Merci Jean-Noël. Voilà pour ce complément. On va passer maintenant sur une séquence un peu en groupe, quoi, voilà. Donc je vous invite éventuellement à réagir, même sans que je vous donne la parole, éventuellement sur certains points. On va amorcer cela, par exemple. Patrice Bouteille, vous me disiez réseau 3R, voilà, la robotique, ça exige des compétences un peu plus techniques, ça amène les opérateurs à monter en compétences. Vous nous en dites un petit peu quelque chose là-dessus sur les changements dans les métiers, les compétences? Ben oui, là où il y avait un opérateur qui chargeait une pièce en manuel, on se retrouve avec un robot qu'il faut savoir, comment dirais-je, régler. Il faut pouvoir redémarrer le cycle s'il y a un incident sur le robot. Donc c'est une montée en compétence certaine, la robotique. Je constate qu'il y a parfois des installations robotisées qui sont abandonnées, justement, comme vous le disiez, parce que la seule personne qui savait se servir d'installation est partie pour une raison X, et du coup le robot, tout seul, il ne fonctionne pas. D'accord, bien. Chez Groupe Boisson, par exemple, comment ça se passe à l'intérieur? Qui s'occupe des robots? C'est les opérateurs ou c'est des techniciens plus? Alors chez nous, en fait, c'est surtout les techniciens. Il y a un élément qui est important en termes de robotique, si on parle à des gens de production, c'est la fiabilité. Ce sont des machines qui sont très fiables. Il n'y a quasiment pas de maintenance à faire sur ces machines, même si Patrice Bouteille dira pas ça, mais c'est vraiment des machines remarquables à ce sujet parce que c'est une fiabilité énorme. Et puis la technique permet de plus en plus aux robots de parler humain, entre guillemets, et du coup c'est de plus en plus intuitif. Néanmoins, il faut des compétences, donc on a besoin de techniciens bien diplômés, bien formés pour les premiers réglages, et après pour l'utilisation au quotidien, on n'a pas besoin d'avoir des techniciens qui soient excessivement formés. Mais bon, c'est quand même une montée en compétences en initiale, si vous voulez, de la démarche. Ok. Bien, sur ces changements en interne, vous voulez peut-être redire un petit mot, Franck, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça change en interne dans l'organisation? Et effectivement, de la même manière, pour l'unité dont on a parlé chez Techné, les gens qui sont à même de programmer les machines de contrôle automatique, ce sont plutôt des techniciens ou des gens plutôt diplômés dans l'ensemble, mais les opérateurs qui vont alimenter la machine et qui vont ensuite récupérer les sachets, ils doivent être quand même capables de redémarrer la machine en cas d'arrêt intempestif, ils doivent être capables de changer un certain nombre d'organes sur l'ensemble, évidemment changer les rouleaux de sachets, et c'est plutôt complexe à gérer, donc c'est aussi l'occasion d'une montée en compétences, et donc finalement cette montée en compétences elle est valable aussi bien pour les techniciens que pour les opérateurs. Stéphane, chez Groupe Boisson, vous me disiez effectivement les changements de série aussi sont préparés à l'avance, enfin ça permet de ne pas perdre de temps, et c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Cette robotisation permet aux techniciens d'être alloués à d'autres tâches, et notamment de la préparation de changements de série. Les techniciens sont alloués à ce genre de tâches. Bien. On va enchaîner maintenant avec peut-être quelques questions sur la partie quelle perspective, qu'est-ce qu'on voit pour demain là-dessus, quelle perspective dans vos entreprises et en même temps en général. Allez, tiens, par exemple, Patrice Bouteille, quelles sont les perspectives de la robotique? En ce moment, la robotique a on entend beaucoup parler de robotique dans les médias. Donc, les constructeurs de robots, ils ont des croissances de 15% à 17% par an. Donc, forcément, c'est un marché qui se développe énormément. Donc toutes les entreprises du réseau 3R, en ce moment, par exemple, sont en train de chercher des compétences de metteurs au point, d'automaticiens et ce qu'on appelle de roboticiens. Donc ce sont des nouveaux métiers à créer. Il existe quelques licences professionnelles, par exemple sur Villeurbanne, il y a une licence professionnelle spécialisée dans ce domaine. Ils étaient 11 étudiants en alternance il y a 5 ans, et aujourd'hui les promotions font plus de 30 personnes. Et sont vraiment des jeunes qui sont embauchés en alternance. Donc c'est des vrais contrats sur des vrais projets. Voilà. Ok, très bien. Peut-être, oui, Jean-Noël, ouais. Nous, en termes de perspective, je dirais pour nous, le monde du numérique évolue très vite. Donc on cherche à anticiper pour amener les meilleures solutions chez nos clients.
Donc on est une entreprise toute récente, donc pour nous le changement c'est très facile à engager et à développer. Je me rappelle il y a 4 ans en arrière, quand on venait présenter des modes opératoires vidéo, c'était tout nouveau dans les entreprises. Aujourd'hui c'est quelque chose qui se banalise. Ensuite on a introduit l'utilisation de tablettes numériques dans les ateliers. C'était tout nouveau, maintenant c'est encore nouveau, mais enfin ça commence à être relativement présent. Et dans le futur, on voit arriver, et nous on est dessus, des plateformes numériques pour que vraiment les contenus de connaissances, de savoir-faire qui sont nécessaires pour les opérateurs soient gérés et diffusés très facilement à l'intérieur des ateliers. Donc pour les entreprises, ça veut dire que aller dans le sens de devenir une entreprise apprenante qui s'adapte en permanence, qui développe les compétences de ses collaborateurs, ça devient quelque chose d'accessible. Ok, très bien. Donc, dans les perspectives, allez, maintenant peut-être on va passer à une tranche sur les recommandations, hein, pourquoi pas, sur recommandations pour Tecné. Tiens, voilà, par exemple, on se lance dans la vision, mais les caméras sont-elles fiables? Alors, encore une fois, toujours cette unité. Aujourd'hui, en termes de retour, on a démarré ce projet, par exemple, avec un client qui est issu du monde pneumatique. On est en train d'essayer de déployer ça avec différents clients d'autres mondes, comme le monde automobile ou le monde médical, donc le monde des grandes séries. Ça m'amène petit à petit à dire que si on réussit à déclencher l'adhésion de nouveaux clients, c'est parce que quelque part on aura réussi la convergence entre deux mondes. Le premier monde qui est le monde duquel on vient, c'est-à-dire c'est à la fois le monde de la mécanique et le monde de la chimie, et puis on est en train de plus en plus d'essayer d'intégrer ce qui pour nous est un nouveau monde, c'est-à-dire le monde du numérique et du lien justement entre à la fois cette partie mécanique et numérique, ce qu'aujourd'hui on appelle la mécatronique. Et j'ai donc l'impression que le facteur qui sera la clé du succès de demain, c'est justement d'arriver à faire converger ces deux mondes. C'est ce qu'on essaye aujourd'hui de faire à l'échelle de Tecné. D'accord. Et les recommandations que vous pourriez effectivement donner pour, par exemple, pour mener un projet comme vous, c'est s'entourer, c'est penser la partie intégration, peut-être des choses comme ça? Alors, sur ce que je vais dire là est valable aussi bien pour la partie tout à l'heure simulation, mais aussi bien sur cette partie-là. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se confronter à de nouveaux mondes, de ne pas avoir peur d'essayer différentes choses, de faire du benchmark, et puis aussi de savoir s'appuyer sur des partenaires, par exemple un peu plus académiques ou institutionnels. Je reviens à l'exemple tout à l'heure de la simulation. On avait fait des formations qui sont des formations de l'éditeur du logiciel, donc qui étaient très performants sur l'utilisation du logiciel en question. Mais par contre, sur l'aspect métier, c'est-à-dire sur l'aspect joint, caoutchouc, le caoutchouc c'est un élément particulier et on avait besoin de compétences métiers pour ça. Eh bien, on s'est appuyé sur le partenaire académique qui est l'IFOCA, c'est-à-dire l'Institut de formation du caoutchouc. Et ces gens-là, donc, ces partenaires académiques, nous ont apporté quelque part un savoir-faire et des connaissances qui étaient, encore une fois, très compatibles à ce que nous avait proposé l'éditeur du logiciel. Donc encore une fois, ne pas hésiter à aller chercher les compétences là où elles sont, à la fois dans le monde industriel et aussi dans le monde académique. Bien. Moi, en termes de recommandations, donc pour passer sur de la robotique, donc préparer un petit peu le personnel à recevoir un robot dans un atelier, parce que nous, quand on a commencé la démarche il y a une dizaine d'années, les robots faisaient peur. Ils font encore peur, je pense, aux personnes qui ne connaissent pas, mais au final, les gens s'aperçoivent que c'est pour gagner des parts de marché et ça renforce plutôt l'emploi que l'inverse. Donc voilà, une bonne préparation du personnel dans les entreprises et puis s'entourer de bons professionnels pour partir sur les bonnes voies directement et s'intéresser au sujet comme toujours dans les nouveaux domaines. Magali, chez A3D, effectivement, vous formez aussi vos clients qui ont pu investir dans des machines de fabrication additive. Voilà. Quels sont les freins, quels sont les changements chez vos clients là-dessus ? Oui, tout à fait. On forme aussi à toutes ces nouvelles technologies parce que ça fait peur. On n'a pas forcément les compétences en interne. Donc, on intervient aussi à ce niveau-là sur la formation et le conseil aussi avec notre retour d'expérience et notre expertise sur les différentes technologies. Ok.
Patrice, vous me disiez effectivement recommandation, c'est aussi passer par un pro, enfin bien décomposer toute la chaîne des métiers de la robotique. C'est pas si facile que ça, oui, d'intégrer un robot comme on l'a vu tout à l'heure, celui de chez Boisson. Moi, j'encourage vivement les utilisateurs finaux de robots, donc les industriels, à intégrer au moins le premier robot par un intégrateur dont c'est le métier, parce qu'il faut que l'installation soit aux normes européennes. Il y a une question de danger pour les opérateurs. Il y a beaucoup de contraintes mécaniques, électroniques, pneumatiques, etc. Donc c'est pas si facile que ça à mettre en œuvre par soi-même. Au moins sur le premier dossier. Après, on peut se créer des standards de préhenseurs, on peut se créer des standards d'échange de communication entre le robot et les machines. Mais moi qui rachète des robots d'occasion, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal d'échecs dus à des arrivées de robots mal préparés. Bien. Jean-Noël, vous me disiez effectivement les recommandations, c'est aussi une histoire de stratégie et d'embarquer toute l'équipe. Alors, peut-être le premier point pour moi, le thème c'est l'industrie du futur, mais moi ce qui m'intéresse encore plus c'est le futur de l'industrie. Et donc vraiment de se dire comment on pérennise nos usines, comment on les développe et comment ça va créer de l'emploi. Donc c'est vraiment une question stratégie pour les entreprises et qu'il faut mettre à ce rang-là. Donc il faut déjà que les dirigeants soient convaincus. Donc là, on en a quelques-uns, c'est parfait. Ensuite, il faut traiter ça en mode ouvert parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sujets, que ça bouge beaucoup. Donc il faut s'entourer, il faut aller voir à l'extérieur, il faut essayer. Et puis, il faut embarquer toute son entreprise. Donc, il faut aussi développer une culture numérique dans son entreprise, chez ses salariés. Et pour moi, c'est tout à fait aligné avec ce qu'on voit maintenant de manière beaucoup plus générale, le besoin de se former tout au long de sa vie. Merci Jean-Noël. Voilà, avec ces dernières paroles, on clôture donc ces deux premières séquences. Je vais demander à nos invités ici de laisser la place aux suivants. J'ai donc, voilà. Merci, oui, on peut les applaudir. Voilà. Ok, donc à la fois Ambaliso, Bulto System, Sotradel, allez-y, venez vous installer, ouais. Voilà, très bien. Bon, alors j'avais prévu de commencer par Ambaliso, mais voilà. Peut-être que justement, allez, avec sa petite intermède, vous allez, avant qu'on lance peut-être vos présentations, parce qu'elles sont calées dans le bon ordre, mais Bulto System, vous présentez en quelques mots, sans support. On y va, donc effectivement à mes côtés, rapidement, donc Vincent Laplaise, Franck Laplaise, direction des ventes, Cyril Vuarcher, direction des achats. Vas-y, c'est à vous. Non, bonjour, vous n'avez pas encore votre support. Voilà, j'attends M. Casoli pour démarrer, mais présenter rapidement Bulto System. Enfin, voilà, M. Casoli arrive, c'est bon. Bien. Alors, voilà, je voulais vous dire, on enchaîne donc sur cette troisième séquence. Nouveaux produits, nouveaux services. On va parler d'équipement, d'emballage connecté, on va parler de logistique éco-efficiente et aussi de logistique un peu digitale à l'intérieur de l'entreprise. Donc je suis entouré de Pierre Casoli, donc Ambaliso. Messieurs de Bulto System, on a fait les rapides présentations, on va développer après. Et David Billandon, donc responsable QSE chez Sotradel. Voilà, alors bien pour démarrer, sans plus attendre, on va commencer par vous, Monsieur Casoli. On y va avec la présentation donc, qui est ici, là, voilà. Vous allez pouvoir nous présenter l'entreprise et votre illustration. Oui, bonsoir à tous. Donc Ambaliso, société qui a été créée, que j'ai créée il y a à peu près 27 ans. On est dans le domaine de l'emballage isotherme pour l'industrie pharmaceutique et plus spécialement la chaîne du froid des médicaments. Donc on a besoin de maintenir des températures spécifiques, 30 millions d'euros de chiffre à peu près, 160 personnes. On est plus implanté à l'étranger qu'en France. On est à Saint-Georges-de-Renens dans le coin. Je vais peut-être prendre le bip bip ou... Parce que des trucs, voilà, ça va aller mieux. Et c'est sûr, le plus comme ça. Voilà, j'ai été amené à suivre les clients à l'étranger, donc on a créé les filiales dans différents pays. On est présent dans 8 pays, dont la France. Et puis on a été obligé de faire du stockage dans d'autres sites étrangers aussi. Donc sur l'ensemble du globe, sauf l'Afrique, on est implanté.
Voilà, pour la petite histoire, concernant la R&D, c'est le nerf de la guerre. On ne fait pas d'international et on ne fait pas d'innovation sans R&D. Donc on a tout le savoir-faire qui est basé à Saint-Georges-de-Renins, c'est que je maintiens à Saint-Georges malgré la pression de certains Asiatiques de mettre du savoir-faire chez eux. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement aujourd'hui? Donc c'est cette image que vous voyez là, qui est une boîte connectée, enfin une palette ou une palette isotherme qui enregistre la température pendant le transport. Alors la température est prise à l'intérieur et à l'extérieur. Ces paramètres peuvent être lus à différents stages du transport quand ça passe dans des aéroports. Et l'information est envoyée directement dans le cloud, analysée et renvoyée au client. Voilà, ça c'est la technologie NFC qu'on a choisie, mais il y en a d'autres aussi. Je vais passer tout ce que je vous ai raconté. On a mis en place aussi avec les clients un nouveau service qui est la reverse logistique, c'est-à-dire que les boîtes avant étaient perdues et maintenant on les récupère à l'arrivée. Donc ça implique automatiquement de la logistique adaptée à ça, du suivi, de la traçabilité, savoir où sont les colis, s'ils ont déjà été utilisés, pas utilisés, comment on les récupère, est-ce qu'on en perd ou pas. Alors vous avez un paquet de fils, là c'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous avez des boîtes de chez nous qui vous passent au-dessus de la tête dans les avions tous les jours. Elles sont remplies de médicaments, on les récupère à un autre endroit et puis à l'autre endroit il faut les réparer, etc. Mais il faut savoir voir toute leur vie et leur traçabilité. Voilà, donc tout ça, ça se fait avec de l'informatique, avec des data, des big centers qui collectent l'information et qui ont besoin d'être transmis aux clients et à nous pour être plus performants et surtout pour piquer les parts de marché aux concurrents qui ne savent pas faire ce qu'on fait. Voilà, donc là c'est un petit schéma qui montre le système. On a mis au milieu de tout ça un logiciel spécifique qu'on appelle l'EIRP pour faire un petit jeu de mots et qui trace tous les éléments de la vie de l'emballage. Alors ça commence à être mis en place et on n'a pas beaucoup de concurrents. On a un concurrent américain mais qui est encore loin derrière nous, donc on continue à courir plus vite. La couche environnement, c'est important, je le disais tout à l'heure, hein, c'est le fait de récupérer l'emballage, c'est un plus au niveau des laboratoires pharmaceutiques qui est demandé. Alors, c'est sûr que quand vous dites à vos directeurs de production que vous allez moins produire et qu'on va récupérer les emballages, ils vous prennent pour un fou, hein. Mais ça, ils ont l'habitude, ça fait 25 ans que je suis fou. Mais ce qui veut dire que le métier change, hein, la technologie change, les métiers des opérateurs changent, les métiers des usines changent, on va moins produire, on va produire différemment, plus intelligemment, sur tous les points. Voilà, le développement de métiers d'informaticien, logisticien, tout ça, ça fait partie du jeu. Voilà, je m'arrête là, je vais passer le micro suivant, je pense. Très bien, ouais. Alors peut-être, effectivement, oui, vos clients, ils vous demandaient des emballages au début neufs, propres. Vous vous êtes dit à un moment donné, pourquoi pas les réutiliser, mais ça pose aussi des problématiques. Enfin, je dirais, voilà, vous disiez que vous aviez anticipé tout ça sur les marchés, vous avez repéré des signaux faibles et vous vous êtes dit à un moment donné, voilà, l'emballage de demain, il ne sera pas jetable, unique, voilà. Oui, alors je vais un peu dans le détail. Ces emballages, pour qu'ils fonctionnent, il y a un isolant et puis il y a des briquettes de froid, ce qu'on appelle des changements de phase, des PCM, ou de l'eau qui est préalablement mis à température, donc congelée, et quand ça change de phase, ça absorbe l'énergie extérieure. Donc ces briquettes, il y a quelques années, il y avait un flux qui existait de notre usine de Singapour à un client qui était en Belgique, et un jour je reçois un coup de téléphone du client belge qui me dit j'ai une montagne de briquettes bleues dans la cour, là, ça me coûte une fortune quand je les fous à la benne. J'ai dit ouais, écoutez, on va vous les récupérer. Et quand je les ai vus revenir, je me suis complètement con de les mettre à la benne. Donc on les a nettoyés, et c'est là où le directeur de prod m'a dit mais ça nous coûte moins cher de les produire que de les nettoyer. Je dis ouais, c'est peut-être, mais si on les récupère sur place ou si on les récupère à un endroit où un client en a besoin, il n'y a plus le transport, etc. Et puis ce qui est arrivé, c'est que un jour ce client les a envoyés aux États-Unis. On a ouvert une filiale et nous on n'avait pas de production aux États-Unis, donc on était obligé de fabriquer en France et envoyer des briquettes sur des camions, des bateaux aux États-Unis. Donc là on n'a plus besoin de le faire puisque c'est des clients qui transportent leurs médicaments avec nos briquettes dedans. On les récupère quand ça arrive de l'autre côté, on n'a pas besoin de les envoyer, on les nettoie, on les revend à un autre client. Alors tout ça, évidemment, c'est la couche un peu idyllique, mais dessus, vous voyez les gens de la qualité qui arrivent, vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette briquette, comment vous considérez qu'elle est encore bonne? L'emballage, c'est pareil, si vous le récupérez, prouvez-nous qu'il est aussi bon. Donc on y met des couches de qualité, des couches de documents pour expliquer que...
Et voilà. Et de ça, de fil en aiguille, on a développé des boîtes plus importantes et des concepts de boîtes qui sont à plat, etc. Enfin, je peux en parler pendant 3 heures, mais on va s'arrêter là. Ok, très bien. Mais on voit bien comment ça remet en question l'organisation interne et comment ça change aussi. Voilà. Mais c'est effectivement pour l'industrie de demain. Très bien. On va enchaîner maintenant, je crois, avec l'équipe Bulto System et on va parler d'une banderoleuse connectée. Voilà. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Avant de vous présenter la banderoleuse connectée, je vais vous présenter très brièvement la société Bulto System. Bulto System, c'est une PME familiale qui a été créée il y a un peu plus de 30 ans par Monsieur Bulto, qui est toujours PDG de Bulto System. Bulto System est devenu rapidement leader dès les années 90 sur le marché français de la distribution de films étirables de palettisation. Le catalogue s'est ensuite élargi et notre métier a évolué vers le métier d'apporteur de solutions. Nous voulions vraiment nous distinguer de tous les acteurs très très nombreux sur le marché qui proposent les produits de suremballage, et nous sommes vraiment rentrés dans une logique d'apport de solutions, ce qui nécessitait pour nous de gagner en expertise et être capable d'apporter de vraies préconisations. Nous avons donc pour cela fait un premier pas qui était de devenir producteur, passer du distributeur au producteur pour acquérir un vrai savoir-faire en amont sur les consommables. Et puis nous avons également intégré la dimension machine, justement pour pouvoir sublimer nos consommables, sachant que notre volonté était d'apporter une garantie à nos clients, une garantie de résultat, à la fois au niveau budgétaire, au niveau de la sécurisation de leur palette. Et donc l'apport de la machine nous permet justement de garantir ce résultat. Donc de là, nous avons bien compris quel était l'attrait sur le marché pour toute solution de confort que nous pouvions apporter à nos clients. Et nous avons poursuivi avec cette démarche et la banderoleuse connectée est le dernier aboutissement de cette globalisation de notre offre. Donc cette banderoleuse connectée, elle est intelligente et elle nous permet justement de maîtriser à distance et en temps réel la manière dont nos consommables sont utilisés, et c'est ce qui nous permet de garantir à nos clients justement une utilisation optimale en termes de sécurisation de leur charge sur les palettes et en termes de consommation. Donc on est sur la maîtrise budgétaire du client. Vous avez une image de la banderoleuse qui est en voie de fonctionnement. Grâce à une carte SIM qui est intégrée dans la machine, nous pouvons obtenir sur une fréquence quotidienne tout type d'informations liées à la consommation de nos clients, le nombre de cycles qui ont été effectués, le fait que les cycles soient bien déroulés, que les réglages de la machine restent bien optimisés par rapport à leur usage. Et donc ces informations-là vont nous servir à être retraitées et surtout à développer une méthode de vente complètement, radicalement différente sur le marché. Et donc il y a un certain nombre d'avantages avec cette banderoleuse connectée. D'un point de vue client, nous avons un transfert de risque qui se fait sur la surconsommation. Le risque de surconsommation, c'est nous qui la maîtrisons, qui la prenons. Il n'y a aucun investissement machine non plus. Forcément pas de maintenance puisque nous maîtrisons la maintenance également. Et une qualité de filmage qui est garantie et une maîtrise des coûts également. Bien. Vous êtes venu à ces solutions justement en observant, je dirais, des tendances sur le marché. Vous êtes précurseur, c'est un fort moyen de différenciation en fait ça pour vous ? Oui, nous sommes pionniers sur le marché avec ce type de solution. Le marché aujourd'hui consomme du film étirable avec une facturation qui se fait au kilo. Le problème, comme le disait Franck, c'est que la consommation ne peut pas être parfaitement maîtrisée par un client. La variation de la qualité du film, l'évolution de son épaisseur, les réglages qui peuvent être amenés à être changés ou des maintenances mal réalisées sur leur machine fait que la surconsommation est un vrai problème de nos clients qui les rend dans l'incapacité de maîtriser leur budget. En transférant ce risque sur nos épaules, nos clients savent qu'en fonction d'un certain nombre de palettes qu'ils vont filmer, leur budget sera parfaitement maîtrisé et surtout la palette sera parfaitement filmée de manière sécurisée. Et vous allez cibler les gros consommateurs, moyens. Je crois que vous avez un peu une partie, enfin vous avez défini des choses aussi là-dessus pour que ce soit Alors c'est une approche effectivement qui nécessite qu'on prenne du temps avec le client pour nous assurer que les volumes soient suffisants pour que le jeu en vaille la chandelle.
puisque ça nécessite un investissement important de notre part dans le matériel, dans les ressources après-vente pour pouvoir nous assurer de la maintenance de ces machines. Et puis également sur la partie budgétaire, à partir du moment où un client consomme à peu près 10 tonnes de film étirable par an, les économies qu'il va pouvoir générer grâce à notre solution, au-delà de la qualité de filmage, elles vont être vraiment substantielles. Donc aujourd'hui, tous nos clients, ce sont tous les acteurs professionnels qui ont besoin d'expédier de la marchandise. Et on estime que 10% d'entre eux vont être très intéressés par cette approche. Bien, merci. On a vu un emballage connecté, on a vu effectivement une banderoleuse. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça dans un camion, en fait. Et on va parler transport maintenant avec vous, David Billandan, donc responsable QSE chez Sotradel. Voilà, quelques mots sur Sotradel et puis après on enchaîne avec donc, une illustration visuelle. Oui, Sotradel, donc c'est un acteur local du transport et de la logistique, puisqu'on a implanté à Villefranche et sur Eyrieux. Au niveau du transport, on a aujourd'hui 50 ensembles routiers qui font 80% de leur flux autour de Lyon, 80 km environ, et les 10 autres pourcents qui font du national. Pour ce qui est de la logistique aujourd'hui, c'est plutôt des sites qui sont situés sur Villefranche, Arnas et Eyrieux avec 80 000 m2 qui sont destinés à des industriels locaux ou internationaux pour collecter leurs marchandises, matières premières ou produits finaux à destination. Donc soit des chaînes de fabrication, soit des plateformes style grande distribution, etc. pour le particulier. Alors on va enchaîner sur un film, un projet à la fois collaboratif donc, que vous avez mené sur de l'éco-efficience, on va dire. Voilà. On regarde et on débriefe un petit peu après. Le transport de logistique qui exerce sur un secteur d'activité complexe et un contexte particulier. Une rentabilité de l'ordre de 1%. Les coûts d'exploitation se répartissent en 3 postes. La masse salariale, les structures organisationnelles et l'énergie. L'énergie, le diesel, les cours sont instables. Corrélés au coût de la masse salariale des pays low cost, le terme français n'est pas compétitif avant 2030. De plus, ce carburant est mis au banc des accusés par ses impacts sur l'environnement et la santé publique. Il nous faut donc réagir. Une réflexion de transporteurs, cas de PME, voire TPE, nous amène à revoir notre carburant. Le gaz naturel véhicule, disponible, technique existante également, semble être une opportunité prometteuse. On rassemble les différentes parties prenantes du secteur, ainsi que les services de l'État. On lance une expérimentation, le projet Équilibre. On teste en conditions réelles d'exploitation les véhicules au gaz naturel véhicule, afin de s'assurer de la pertinence environnementale et de son bénéfice économique pour nos sociétés. Le budget de 900 000 € est obtenu auprès de privés et des pouvoirs publics. Après 10 mois de collecte des données, les premiers résultats donnent lieu à une publication ainsi qu'une présentation à la DG Climat à Bruxelles. Nous pouvons aussi voir le comparatif diesel, gaz naturel véhicule selon les usages. Les résultats permettent l'élaboration d'un outil d'aide à la décision pour les différentes entreprises et les parties prenantes. La masse salariale, nous revoyons notre organisation, dont la maîtrise est assurée par les normes et réglementations. La superposition d'exigences peut réduire notre réactivité, voire productivité directe. Nous nous orientons donc vers une transformation digitale pour optimiser les flux d'informations et de communication. Par exemple, un processus d'intégration relativement complexe passe de 10 étapes à 5 clics. Nous identifions à ce jour 60 documents et flux d'informations pouvant être traités ainsi, avec des outils existants adaptables à nos différents métiers. Bien, merci. Alors on va juste revenir sur... Il y avait 2 illustrations donc bien complètes, bien compactes. Voilà, ce qui était une expérimentation au début est devenu un référentiel. On en dit un petit mot. Donc voilà, c'est devenu vraiment un référentiel maintenant. C'est vrai qu'au départ, c'était parti sur une réflexion de 2 transporteurs, Sotradel et puis un Haut-Savoyard, où on se posait la question justement de retrouver de la rentabilité, de la compétitivité dans nos secteurs d'activité qui sont le transport. Et le fait d'en parler, donc on a voulu faire des essais, etc. Et ça fait boule de neige en trouvant des parties prenantes, des parties intéressées au projet. Et aujourd'hui, comme je disais dans la présentation, on a été entendu au niveau de la DG Climat, puisque le fait d'expérimenter en conditions réelles d'exploitation ces véhicules, d'en connaître les consommations, les rejets réels, a fait que la DG Climat, qui est en train de réfléchir aux taxes et aux normes demain en termes de transport et des véhicules, a été intéressé et trouve nos travaux relativement pertinents par rapport à ce qu'ils sont en train de faire.
Bien. Et sur le digital à l'intérieur de vos murs, donc voilà, ça c'était un début. C'est le processus d'intégration effectivement des nouveaux collaborateurs qui est digitalisé maintenant. Vous avez rationalisé tout ça. Alors on a travaillé sur plusieurs choses. C'est qu'aujourd'hui, c'est depuis les années 2000, on a commencé avec l'ISO 9001, le 14001, le OA au niveau des douanes, le MAS, enfin un certain nombre de référentiels qui s'empilent. Donc on crée des documents, une politique qu'on essaie commune, et les documents s'empilent et on empile les exigences. Avec les anciennes, on va dire, les anciennes personnes de la société, on avait un peu de réticence, ils trouvent ça très lourd, pas forcément très attractif. Les jeunes, c'est la même chose, parce que faire du papier, lire des procédures sur un classeur, ça les fait pas rêver non plus. Donc on s'est posé la question comment rendre ça un peu plus ludique et attractif. Et aujourd'hui, justement, on travaille sur la transformation digitale. Et donc, on arrive à lire des documents avec des smartphones, avec des tablettes, etc. Et un processus d'intégration où on doit expliquer à la personne qui va venir les risques auxquels elles sont exposées, lui expliquer son poste de travail, un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on le fait sur une tablette. On a différents accès aux documents qui sont systématiquement à jour, ce que je dirais par notre JED. Donc, on n'a plus le problème du document qu'on garde dans son tiroir et qui est plus du tout à jour. Et du coup, en 4-5 clics, aujourd'hui, on arrive à faire une intégration où la personne signe sur la tablette comme quoi elle a bien pris connaissance du document, elle a bien compris à travers l'enregistrement d'un quiz, et ça part directement sur la gestion du personnel dans son dossier du personnel. Très bien. Ça nous a permis effectivement de switcher sur quel changement, quelle remise en question dans les organisations. Voilà, effectivement, du digital plus ludique, plus facile à utiliser. Ouais. C'est surtout la disponibilité de l'information, la bonne information en temps réel et instantané. Et surtout, ça reste ludique. Aujourd'hui, on travaille aussi sur, je rejoins un peu la séquence d'avant, sur des consignes ou des procédures en vidéo, super vidéo ou audio. Bien. Pierre Casoli, chez Embaliso, ce que ça change, ce que ça remet en question, on en a un peu parlé tout à l'heure, hein, voilà, le responsable de prod où il faut reprendre les vieilles boîtes, la logistique, c'est tout un changement. Ouais. Quelques mots sur changement d'organisation. Oui, et puis c'est pas fini. C'est un changement de façon de penser le métier, c'est un changement chez nos clients. Après, c'est comme tout changement, on est tous réticents à tout ça, donc il y a des barrières qui sont plus ou moins hautes qu'il faut changer. La plus grosse barrière, c'est sûr que c'est l'être humain dans ce cas-là, puisque la technologie, elle est infinie, quoi, elle peut nous appeler plein de choses. Donc c'est comment, en plus on est dans un métier qui est très international, donc suivant les différentes cultures, il faut faire comprendre ça à tout le monde. C'est pas toujours simple. Par contre, ce produit-là, on est persuadé que l'avenir est là. Et on investit, on va encore investir beaucoup dedans. Alors, chez les clients, ça change beaucoup de choses et ça leur simplifie énormément la vie au niveau du suivi pour la qualité. Alors ça change le métier, puisque avant vous aviez par exemple les lecteurs de température de boîte, vous aviez des gens qui se paluchaient tous les jours les plugages sur les bornes USB des PC pour savoir s'il y avait une excursion de température ou pas. Et puis après, ils faisaient un mail au responsable qualité globale en disant j'en ai tant aujourd'hui de bon, tant de mauvais. Ça n'existe plus, puisque le système il analyse en automatique l'information. Et il dit oui ou non, c'est bon ou c'est pas bon, et puis ça renvoie les rapports directs. Donc le métier évolue. Hein. Et les métiers évoluent chez nous et chez nos clients. Alors, on est dans un milieu connecté, on va dire hyper connecté de tous les côtés. Bien, merci. Chez Bulto Systems, c'est aussi pas mal de changements, on l'a vu, de nouvelles façons de vendre, le SAV, de nouvelles structures, la logistique aussi, ça change les choses. Oui, et puis c'est surtout pour nos clients, le changement, c'est la sérénité, dans le sens où nos clients pourront bénéficier d'une offre globale, intégrant la machine, le consommable, la maintenance, et tout ceci rythmé en fonction de leur activité, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et ce rythme sera par les défacturations à la palette. Ce qui n'est pas forcément encore dans les mœurs aujourd'hui. Et ça, c'est un gros changement. Bien, merci. David Billandon, on passe aux perspectives. Alors je crois que dans les perspectives, effectivement dans les projets que vous avez dans les cartons, il y a pas mal de choses, à la fois sur l'énergie ici en local, et puis à la fois aussi sur le véhicule de demain. C'est vrai que toujours en partant de la réflexion qu'on a eue il y a quelques années,
Donc vous avez pu voir que d'une petite idée de réflexion de 2-3 transporteurs, c'est monté au plus haut niveau, puisqu'aujourd'hui on est en train d'influencer plus ou moins les normes qui seront faites demain. Et aujourd'hui on est plutôt sur une réflexion descendante maintenant, c'est-à-dire que de se réapproprier nos véhicules et nos usages, c'est-à-dire que fort de toutes les datas qu'on a pu récolter sur les véhicules qui sont monitorés en continu pendant plus d'1 an maintenant, on est en train de constituer une base de données qui nous permettra demain de publier et de mettre à disposition des utilisateurs de transport un outil d'aide à décision pour savoir quel est le transport le plus vertueux pour l'activité qu'il a. Donc c'est-à-dire qu'on dit tiens, j'ai X palettes qui font tant de tonnes que je vais prendre d'un point A à un point B avec tant de parts d'autoroute, etc. Et l'outil sera capable de dire il faudra plutôt utiliser tel type de véhicule avec une motorisation de 340, 400 ou 500 chevaux, avec une motorisation gaz ou diesel, voire des mixtes. Donc c'est ce vers quoi on tend, avec la quantification en temps réel du CO2, puisque demain on sait que l'impact CO2 va être très important, le marché du CO2 se met en place, donc c'est quelque chose sur les gros comptes, ça peut être pertinent. Et après, si on redescend encore d'un niveau, c'est que d'un projet aussi qui était national, on fait un projet qui est plutôt collaboratif et local, puisque pour qu'il y ait des camions sur la route, il faut qu'il y ait des stations, et pour ça, il faut qu'il y ait un collectif qui se mette en place. Donc on a réussi à mettre avec nous une dizaine d'entrepreneurs locaux dans le transport, que ce soit transport de voyageurs ou transport de marchandises et voire dans le BTP. Donc il y a une douzaine de transporteurs de la Calade qui sont rejoints avec nous. On va cumuler à 230 tonnes environ de gaz annuel en consommation, ce qui va nous donner la possibilité de monter un projet avec l'ADEME et GRDF et la région pour mettre une station sur le port de Villefranche, donc en partenariat avec la CCI également. Donc un projet collaboratif qui rejoint un peu toutes les dynamiques qu'on peut avoir ici, donc c'est plutôt une bonne chose. Et pour information, il y aura un lancement officiel, j'ai eu l'information il n'y a pas très longtemps, le 20 novembre, en présence justement de la direction générale de l'ADEME et un certain nombre d'autres personnes pour officialiser ceci. Donc il y a encore de la place pour se rejoindre à ce projet-là. Bien. Et merci. puis après, on reviendra un petit peu au véhicule de demain avec une question tout à l'heure. Chez Bulto, effectivement, quelles sont les perspectives derrière cela Notre approche, on va pouvoir l'amener un cran plus loin. Les perspectives, elles sont un vrai bouleversement de la gestion des flux supply chain entre le client et nous. L'accès instantané à la consommation des clients nous donne une vraie visibilité qui va nous permettre de gérer nos flux de manière proactive. Côté client, à terme, on va pouvoir gérer leur réapprovisionnement à leur place. Ils n'auront plus, donc on va parler de désintermédiation, on n'aura plus besoin que l'approvisionneur de chez notre client nous appelle pour passer sa commande. Nous saurons exactement à l'instant T quand il faut déclencher le réapprovisionnement pour son compte. Donc ça, c'est une perspective très très encourageante. Vous travaillez déjà en fait sur du fractionnement, hein, plutôt que de livrer une palette complète du film bleu 45, vous allez livrer des kits, vous allez fractionner tout ça, vous travaillez aussi sur du e-commerce, je crois. Oui, tout à fait. Et là, c'est vrai que la logistique évolue vers une logistique du colis plus qu'une logistique de la palette. Et cette connaissance précise du besoin nous permet d'être vraiment au plus près des besoins. Certains clients n'ont pas forcément d'espace de stockage illimité. Et c'est également un service de pouvoir apporter un approvisionnement au plus près de leurs besoins. Ouais. On est dans la customisation logistique de masse. On disait ça tout à l'heure. Voilà. Fini le standard, on personnalise. Très bien. Chez Ambaliso, par exemple, quelle perspective dans les solutions qu'on a vues là? Qu'est-ce que vous voyez chez vous demain et à l'extérieur aussi? Il y a un point que j'ai oublié de signaler, ou je ne l'ai peut-être pas bien expliqué, c'est que toutes ces boîtes-là, elles sont beaucoup plus chères qu'une boîte normale, ou surtout les palettes. Donc quand on va voir un client, on lui dit voilà, on va faire ça et ça, c'est plus performant, parce qu'on augmente aussi la performance, la durabilité de l'emballage. C'est-à-dire qu'on maintient les températures jusqu'à 10 jours, alors qu'avant c'est 5 jours, c'est merveilleux, ça marche super bien. Et puis quand on dit client, ça coûtait 100, maintenant ça va coûter 1000, il ne va pas passer la commande. Donc on a changé notre business model et on ne vend plus, on loue. On loue, et donc louer, c'est comme un loueur de voiture, hein, vous l'amenez à un endroit ou la ramenez à l'autre, il faut tracer tout ça. Ça c'est un changement radical parce que ça bouffe des capitaux, puisque vous fabriquez des choses qui vous coûtent plus cher et vous ne les vendez pas. Donc si vous n'avez pas pris le bon virage, vous êtes dans le mur. Et je souhaite que je ne vais pas dans le mur, mais enfin bon, là apparemment ça marche bien. Mais je prends l'exemple typique de ce service qui est amené. Il est amené par la digitalisation, hein, et c'est les métiers d'avenir.
Je vais prendre un exemple qui est connu pour certains. Les pneus Michelin, avant vous achetiez des pneus dans le camion. Hein. Maintenant, ils voulaient louer au kilomètre. Ça a complètement changé. Ils ne louent plus de pneus et puis les pneus, ils voulaient vendre plus. Et des pneus qui sont en fonction de l'usure. C'est comme vos banderoles, c'est exactement la même chose. Donc on bascule une industrie de consommation, une industrie de service qui a besoin de ce support de technologie, de digitalisation. Bien. Donc le business model fondamentalement va changer, est en train d'être changé. Mais c'est pas la rupture du jour au lendemain en 2 secondes. Si ça se passe pas comme ça dans la tête des clients, déjà on pourrait pas suivre et puis ça serait trop compliqué. Mais voilà, dans les 10 ans qui viennent, c'est le service, c'est une production différente, des métiers différents. Bien, merci. Chez Sotradel aussi sur la technologie demain, le véhicule autonome, on travaille dessus aussi, ouais, c'est ça ? Oui, on a lancé un projet dans le cadre de nos transports soit intersites ou intrasites. Et c'est vrai qu'on travaille avec un groupe projet lié au LUTB dont on adhère pour justement développer le véhicule autonome pour réduire la pénibilité. Parce que prendre un chauffeur poids lourd avec toutes les qualifications qu'il a pour faire dans la journée 15 km quand il fait que des rotations sur lui-même, c'est très fastidieux pour lui. On a beaucoup de mal à trouver des conducteurs aujourd'hui et les mettre sur ce genre de tournage, ça n'a aucune valeur ajoutée pour lui et puis pour la société. Donc aujourd'hui, on travaille aussi sur ce projet-là, oui. Bien, merci. On va un dernier mot maintenant de recommandation, hein, effectivement, pour les entreprises qui rentrent dans cette démarche-là. Voilà, qui veut commencer. Recommandations que vous pourriez avoir pour ceux qui démarrent là, dans des nouveaux produits et services connectés. Déjà, il faut bien faire la différence entre une idée et une innovation. On peut avoir plein d'idées, mais pour pouvoir la transformer de manière concrète et passer au stade de l'innovation, il faut pouvoir franchir un certain nombre de barrières. Des barrières psychologiques, des barrières structurelles. Donc ce qui est important, c'est de prendre le temps de bien toutes les lister pour pouvoir justement mieux les contourner. Ça, c'est une phase essentielle pour tout développement d'un objet d'innovation. Bien, ok. Qui continue ? Pour la suite. C'est vrai que nous, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, notre démarche, c'est plutôt une démarche projet collaboratif. Et je dirais même plus intelligence collective. On ne se met pas de limite dans nos réflexions, parce qu'on se voit que si on arrive à s'entourer, on sait qu'il y a certainement d'autres parties prenantes ou parties intéressées qui peuvent avoir la même réflexion ou la même problématique. Et justement, en la travaillant ensemble, on peut arriver à faire des choses qui sont plutôt intéressantes et prometteuses. Et pour exemple, le projet Équilibre, 2 PME qui font un L2, on va dire 25 millions, 30 millions de chiffre d'affaires. On a réussi à bouger 900 000 € de fonds publics et d'aides privées pour réussir à faire quelque chose aujourd'hui qui montre, qui est une référence au niveau de la DG Climat. Donc il ne faut pas se donner de limites, il faut juste trouver les partenaires, il faut se créer un réseau, il faut être ouvert à tout, beaucoup discuter, échanger. Et là, on arrive facilement à s'agglomérer autour d'un projet et le mener jusqu'au bout. Ouais. D'accord, merci. Pierre Casoli, un dernier mot, recommandation pour rentrer. Je pense aussi qu'il faut entraîner toute l'équipe avec. C'est un changement radical du business model. Il faut que l'équipe adhère à tout ça. Et c'est pas toujours simple. Et je vais prendre l'exemple très concrètement. Vous avez un commercial, vous avez une équipe commerciale dans le monde et vous leur dites voilà, vos emballages ils sont vendus 1000. Demain matin, vous allez faire 1/10 de votre chiffre d'affaires. Et il dit ça va pas aller là. Si t'as pas le choix, tu vends plus 1000, tu vas allouer 10, mais tu auras toujours ton business et le business il sera rentable au bout de 3 ans parce que voilà les calculs qu'on a fait et ça fonctionnera comme ça. Donc il faut entraîner les gens là-dedans, il faut leur faire comprendre. Et c'est pas simple, mais voilà, c'est un super challenge. Donc il faut y aller. Mais il faut avoir la bonne idée au bon moment. Et je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui vont changer. On n'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir. On a vu arriver Uber sur le marché, mais c'est rien par rapport à ce qui arrive avec tous les objets connectés, etc. Bien. Merci. Voilà, on a terminé cette 3e séquence. Voilà, merci. Je peux applaudir aussi. On avait tout à l'heure fait le point. Très bien. Maintenant, quelques mots de conclusion avant de faire une petite photo de groupe. Voilà, on va rassembler l'ensemble ici sur la scène. Moi, je vous dis 2 petites choses. Voilà, je remercie donc bien l'ensemble des dirigeants, des entreprises qui ont bien voulu donc collaborer à cette table ronde. Voilà, fournir la matière, venir avec, mettre du temps dans tout ça. Merci, merci encore. Quelques dates à venir. On va traiter de l'industrie du futur aussi, donc à la CCI du Beaujolais, avec un atelier robotique. Ça se passera en novembre-décembre. Normalement, c'est positionné, donc c'est Saint-Jean Industrie. La date n'est pas encore tout à fait fixée. Ensuite, on parlera, alors pour la robotique, on fera ça avec Coboteam et Viameca, et avec la CCI de l'Ain d'ailleurs, en partenariat.
Sur la fabrication additive, on a prévu aussi de travailler des choses chez Atelier 3D, chez A3D, voilà, au début de l'année prochaine. L'annuaire des offreurs de solutions sur l'industrie du futur, eh bien, il devrait être mis en ligne fin 2017. Vous trouverez tout ça en ligne, donc. Et puis ensuite, j'ai mis deux points. Bon, Midest, effectivement, au mois de mars, des actions portées avec la CCI de région et avec la CCI Haute-Savoie qui est traditionnellement présente sur cela. Il y a un stand collectif avec des possibilités, effectivement, de conditions avantageuses pour être présent là-dessus. Et la foire de Hanovre avec notamment Business France et le label Creative Industry et notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, qui soutient aussi la présence des startups et des entreprises sur ce pavillon-là. Voilà, merci. Merci, bonne soirée.